c'est très gentil de ta part d'avoir accepté l'invitation et aussi d'être bien gentiment consultant sur nos ondes. Plaisir, François. Donc tu es né le 19 septembre 1973, donc à Colombes. Tu es un ancien footballeur français. Ouais. Tu as évolué, bien entendu, on sait tous, au poste de gardien de but. Ouais, c'est ça. Et tu as reçu une sélection en 1999, c'était contre la Croatie. Exact. Et qu'est-ce que tu as ressenti d'avoir le maillot de l'équipe de France? Ça a été une belle satisfaction? Bah, comme tous les joueurs qui ont la chance de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France, c'est toujours une satisfaction. C'est pas un aboutissement, mais c'est une réelle satisfaction de pouvoir porter les couleurs de son pays et de pouvoir donner le meilleur de soi-même sur ce genre de match. Et tu as débuté aussi dans le Var, dans le sud, à Toulon, Toulon 83. Ouais. Après, tu as régalé l'Olympique de Marseille et tu as fait pas mal de clubs. Tu as fait Monaco aussi. Mais quel club t'a vraiment marqué le plus en France? Voilà. Disons que tous les clubs que j'ai faits ont une importance parce que ce soit le Matra Racing où j'ai fait mes classes quand j'étais tout petit, ou alors après le Sporting de Toulon avec lequel j'ai joué mon premier match en première division, Monaco ou Marseille avec lesquels j'ai évolué au plus haut niveau. Ensuite même Ajaccio. J'ai des bons souvenirs dans tous les clubs et ça a été des étapes dans ma carrière et c'est difficile de ressortir un seul club quand on a eu la chance d'en faire 4 ou 5. Donc non, je pense qu'à chaque époque et à chaque club, j'ai eu mon lot de satisfaction. Et aujourd'hui, si ça n'a pas changé, je crois que tu es entraîneur des jeunes gardiens à Monaco, non? C'est ça? Alors ça, c'était jusqu'à cet été en fait. D'accord. Et depuis cet été, j'étais parti en Arabie Saoudite avec Laurent Banide sur une expérience dans un club de première division. Et on a mis un terme à cette expérience avant les fêtes de Noël. Ça a donné un petit peu compliqué, mais ça a été une expérience enrichissante. D'accord. Et c'est vrai que tu as débuté au Racing 92. Quel souvenir tu peux garder de ce club? Bah, c'est tous les souvenirs de jeunesse, le foot avec les potes, les voyages en train pour aller de chez moi jusqu'au stade, pour rentrer le soir tard. Voilà, c'est tous ces trucs-là, les tournois quand on est plus jeune, et puis à l'époque le Matra, parce que je l'ai connu sous plusieurs noms, je l'ai connu Racing Club de France, Racing Club de Paris, Matra Racing, mais quels que soient les noms qu'il a pu avoir, ça représentait énormément dans l'île de France, et à chaque fois qu'on se déplaçait, c'était un honneur de porter ce maillot-là. D'accord. Et tu signes ton premier contrat pro, c'est à l'âge de 18 ans, donc à Toulon. Non, alors en fait, non, mon premier contrat pro, je l'ai signé à l'âge de 19 ans à Monaco. D'accord, à Monaco. Merci de J'ai joué en pro à Toulon, j'ai fait 2 matchs, ouais. mais j'étais pas professionnel. D'accord. Et c'est vrai qu'à Monaco, tu as connu pas mal de gardiens aussi de qualité. Il y avait aussi Fabien Pifteux, pardon, et Fabien Barthez aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces gardiens? Bah, déjà, il y en a un qu'on oublie, mais que j'ai connu, c'est Jean-Luc Ettori, parce que quand je suis arrivé, c'est encore lui qui jouait. Donc Jean-Luc Ettori, avec qui j'ai passé 2 saisons, et ensuite est arrivé Fabien Pisto, Fabien Barthez. Voilà, donc chacun a eu son impact vis-à-vis de moi, et en tout cas ça a été des personnages importants dans ma carrière. C'est vrai que Jean-Luc a eu un impact très important parce que quand je suis arrivé,
il s'est occupé de moi, il m'a enseigné un petit peu les rouages du club, et puis par la suite, c'est devenu aussi l'entraîneur des gardiens. Donc c'est vrai que j'avais une amitié et un respect pour Jean-Luc qui était très important. D'accord. Et Fabien... que j'ai toujours d'ailleurs. Bah c'est super. Et Fabien Barthez, tu en gardes quoi comme souvenir de ce gardien de but tu en gardes des bons, des... Alors, avec Fabien, on a vécu plein de choses, surtout qu'après on s'est retrouvés pas mal de fois aussi en équipe de France tous les deux. Donc voilà, avec Fabien, on a passé 3 ans où les entraînements, on se mettait minables tous les deux à l'entraînement. Voilà, il y avait une très bonne entente et voilà, et Fabien, on connaît tous le gardien que ça a pu être. Donc voilà, il y avait un grand respect pour les qualités et pour les résultats qu'il était capable d'amener à son équipe. Et après, tu as été à l'Olympique de Marseille. Et tu as fait pas mal de matchs aussi de qualité, tout ça. Il y avait un certain aussi Andreas Kopke qui était dans la section allemande à l'époque. Hein. Tu as gardé de bons souvenirs parce que si je me souviens, je pense que tu lui as appris un petit peu entre guillemets. C'est de bons rôles, hein, c'est sa place, non, à l'époque. Ouais, bah, disons que moi je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Et petit à petit, Roland m'a fait foncer et m'a fait jouer. Et c'est vrai que c'était au détriment d'Andreas. Mais Andreas, c'était un grand professionnel. C'était quelqu'un d'adorable avec qui j'avais des rapports géniaux. Et c'est vrai qu'à son contact, j'ai appris aussi énormément de choses. C'était quelqu'un de très discipliné, comme peuvent l'être beaucoup d'Allemands. Et c'était super intéressant de bosser à côté de lui. Et tu l'as reconnu aussi, Roland Courbis, hein, c'est un entraîneur aussi de qualité. Tu l'as aussi eu aussi à Ajaccio, si je me souviens bien aussi. Ouais, je l'ai retrouvé plus tard aussi à Ajaccio. Tu as gardé vraiment de bons contacts avec lui ou une grande amitié? Oui, avec Roland, on s'est toujours bien entendu et c'est un entraîneur de qualité et c'est bien qu'aujourd'hui il soit dans un club comme Montpellier et je crois qu'il montre encore qu'il est loin d'avoir terminé son rôle d'entraîneur avec des équipes. Il y a une question là d'un auditeur. Donc quel souvenir, le meilleur souvenir de ta carrière en fait? Le meilleur. Je dirais certainement mon premier match en première division. D'accord. Voilà, le jour où on m'a appris que j'allais jouer mon premier match, c'était avec Toulon et je remplaçais Luc Borelli qui nous a quittés depuis. Voilà, ça a été contre Caen et ça a été un souvenir incroyable. Et le pire de ta carrière? Le pire. Compliqué. Ça certainement la finale perdue avec l'Olympique de Marseille en 99 en finale de l'UEFA. C'était contre, si je me souviens, c'était contre Parme. Ouais, c'est ça, contre Parme. Et c'était une défaite malheureuse. En plus, l'Olympique de Marseille, vous avez fait un super parcours. Hein. Enfin, après, c'est vrai que Parme à l'époque était une superbe équipe aussi. Mais quel joueur t'a marqué dans cette finale, si tu t'en souviens un petit peu? Tous un peu, parce que après c'est que des joueurs qui ont évolué dans les plus grands clubs, que ce soit en Italie ou dans d'autres championnats. Mais c'est vrai que Crespo à cette époque-là m'avait vraiment impressionné. D'accord. Et c'est vrai aussi que avec l'Olympique de Marseille, après, il y a eu la fin de cette période avec l'Olympique de Marseille, c'est un petit peu, enfin, je sais pas, on peut pas dire quand même mal passé, mais les supporters étaient un petit peu aigris, un petit peu envers toi, tout ça. Qu'est-ce qui a pu se passer un petit peu à la fin? Pourtant, tu as fait vraiment de belles choses à l'Olympique de Marseille. Ouais, je pense pas que ce soit envers moi. Et si on leur pose la question, je pense pas qu'ils avaient quoi que ce soit
on a quasiment tout gagné. On a fini deuxième en championnat. On a fait finaliste de la Coupe d'Europe. À une saison un petit peu plus compliquée, enfin une deuxième partie de saison un petit peu plus compliquée, avec le limogeage de Roland, certains joueurs cadres qui étaient partis. Et je pense que voilà, leur déception a été à la hauteur des espérances qu'ils avaient pour nous. Et du coup, voilà, ça s'est décrit comme ça, mais je pense pas qu'ils en avaient vraiment après quelqu'un en particulier, parce que tous mes partenaires, on a toujours tout donné sur le terrain, et ça, ils le savent bien. D'accord. Et peut-être un de tes meilleurs souvenirs, comme un auditeur qui vient de mettre aussi sur Facebook, tu as été champion de France aussi en 97, aussi avec l'AS Monaco. Aussi, c'est peut-être... Non, mais c'est vrai que des bons souvenirs, j'en ai plein. En fait, c'est toujours difficile d'en ressortir un seul. Mais c'est vrai que le titre de champion en 97, ça a été un grand moment aussi. Ça a été mon premier titre de champion de France, donc c'est vrai que c'était quelque chose. Et après, tu redécouvres, enfin, tu retournes à Monaco. Donc à Monaco, il y avait un certain aussi Claude Puel. Qu'est-ce que tu as gardé comme souvenir de Claude Puel? En fait, le souvenir de quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de travailleur, qui sait où il veut aller. Et comme je l'avais connu joueur, je l'ai retrouvé entraîneur. Voilà, il avait pas changé, ça a toujours été le gagneur qu'on peut connaître, et il a essayé d'insuffler ça à l'équipe, et je pense qu'il essaye et il le réussit plutôt pas mal d'insuffler ça à toutes les équipes qui dirigent. D'accord. Et par contre, les résultats, vous avez été finaliste de la Coupe de France, non, Coupe de la Ligue, pardon, en 2001. Ouais, Coupe de la Ligue, ouais. Avec Monaco. Et par contre, je sais plus l'adversaire, c'était qui le final? Non. Ah d'accord. Et c'est un mauvais souvenir aussi un petit peu, ou... Enfin oui, je suppose que... Oui, ça prend pas partie des bons souvenirs, parce que c'est une défaite. Mais l'épopée avait été belle aussi, bon, on était dans une saison un petit peu compliquée, et c'est vrai que cette Coupe de la Ligue, c'était un petit peu notre bouffée d'oxygène. D'accord. Et par contre, les résultats un peu avec Claude Puel ont été un petit peu pas à la hauteur des ambitions à l'époque de l'AS Monaco. Donc ça a été une saison, je pense, un peu difficile aussi pour tous les joueurs, aussi pour toi. Il y a eu une arrivée de Didier Deschamps à l'époque. Et qu'est-ce que tu gardes de souvenir aussi de Didier Deschamps? Disons que moi, personnellement, j'en garde pas un grand souvenir, parce que c'est vrai que rapidement, il m'a mis à l'écart, et que les relations entre nous n'ont pas été des meilleures. Après, force est de reconnaître qu'il a eu de bons résultats, et que sa méthode a partiellement marché avec l'AS Monaco. Donc voilà, il faut réussir à détacher les relations humaines et le travail. Et bon, je pense que dans le travail, il a apporté certaines choses à l'AS Monaco. Il y a eu un certain aussi gardien qui Flavio Roma. Tu regardes des bons souvenirs de Flavio Roma? Oui, très bon. Avec Flavio, on se croise de temps en temps, et voilà, on a passé 3 ans ensemble, et c'est un garçon très bien, et ça a été un excellent gardien. Il a fait de très très choses avec l'AS Monaco. Et après, bon, tu as connu d'autres clubs, mais tu es parti aussi en Espagne après Ajaccio. Tu as connu deux montées en première division, enfin oui, en première division. Non, une seule. D'accord. Et c'était avec lequel club Avec de la Frontera. D'accord. Et c'était vraiment, tu peux nous raconter un peu ces aventures en Espagne, enfin, pour les auditeurs, aussi pour nous. Ça a été quelque chose de fabuleux, parce que on va dire que c'était un jeune club avec une soixantaine d'années dans le foot, donc qui reste assez jeune par rapport à d'autres clubs. Et on a réussi un pari incroyable, parce que la saison d'avant, on se battait pour le maintien, et jusqu'à la dernière journée, on ne savait pas si on allait être maintenu. Et on a débuté cette deuxième saison, on
était, je crois, si je me souviens bien, on était 12 joueurs à l'entraînement. On n'avait pas le droit de recruter, c'était compliqué, le club avait des problèmes d'argent, on n'était pas payé depuis 5 ou 6 mois. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, chaque jour pendant la trêve estivale, il y avait un joueur qui arrivait à l'entraînement. Donc on a débuté le championnat, on n'était pas tout à fait au complet. Puis on a commencé à gagner. Et puis au final, tout le monde s'est pris au jeu. Et on a fini champion d'Espagne de D2 et on a monté ce club en première division et ça a été une fête mémorable. D'accord. Surtout qu'en Espagne, le public est un petit peu aussi un petit peu chaud. Mais quel public t'a quel public t'a plus marqué? Bon, à Monaco, l'ambiance, on peut pas trop. Mais quelle ambiance t'a plus marqué dans tous les clubs que tu es passé? Bah, forcément que Marseille, à ce niveau-là, qui a une place particulière parce que moi j'ai eu la chance d'arriver, que ce soit l'ancien nouveau stade, mais qui contenait déjà 60 000 personnes. C'était juste après la Coupe du Monde 98, donc il y avait une ambiance incroyable. On surfait un petit peu sur la vague de nos champions du monde et il y avait une effervescence au stade à chaque fois qu'on pouvait y jouer, qui était incroyable. Et c'est vrai qu'on a vécu une saison fantastique. Ils ont été derrière nous du premier jusqu'au dernier match de la saison. Et c'est vrai que les supporters marseillais tiennent une place particulière dans le giron du football français. Et oui, il y a un auditeur aussi qui vient de poser une question sur Facebook. Tu as connu aussi l'équipe de France Beach Soccer. Qu'est-ce que tu en gardes ou tu le connais peut-être encore? Je ne sais pas si tu joues encore au foot. Oui, ça m'arrive encore de jouer. Après, il faut bien que les gens comprennent. En fait, il y a deux équipes de France. Il y a l'équipe de France officielle qui est l'équipe que dirigent les frères Cantona et qui est celle qui est affiliée à la fédération et qui fait les tournois officiels. Et nous, en parallèle, on a monté une équipe de France de beach soccer où on se retrouve avec des anciens qui ont joué au plus haut niveau. Et où on fait des tournois exhibition contre d'autres équipes, contre d'autres nations en fait, où on retrouve aussi d'anciens joueurs d'autres championnats, que ce soit les Italiens, les Allemands, les Hollandais, les Portugais. Et en fait, c'est plus un championnat de vétérans de beach soccer qu'un véritable championnat de fédération. D'accord. Mais c'est un sport hyper sympa, voilà, c'est fun, il n'y a pas de prise de tête et voilà, on fait ça quand il fait beau et c'est sympa de se retrouver tous ensemble et de partager nos souvenirs. D'accord. Comme tu sais, Au Ville Lumière est une radio sur le Paris Saint-Germain. Je vais te poser un petit peu de questions sur le PSG. Qu'est-ce que tu as pensé du match déjà en Coupe de la Ligue face à Lille? Alors, je serai honnête, je ne l'ai pas vu. D'accord. Mais le PSG, ils ont gagné 1-0. Mais je crois que... Ouais, je sais qu'ils ont gagné 1-0. Il y a eu encore... j'ai vu pas mal de petites critiques concernant le fond de jeu du Paris Saint-Germain et quelques interrogations concernant les futurs matchs qui attendent le Paris Saint-Germain. Moi, ce que je dirais, c'est que voilà, Paris est dans ses objectifs. À ce jour, ils sont deuxième du championnat parce qu'il y a une équipe de Lyon devant qui fait un championnat incroyable. Ils sont en finale de la Coupe de la Ligue. Ils sont toujours qualifiés en Coupe de France, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et ils vont avoir un quart de finale, un huitième de finale contre Chelsea en Champions League, qui va être hyper intéressant. Donc c'est vrai que sans doute que le PSG joue un petit peu moins bien que l'année dernière, mais si le PSG gagne, je pense qu'à l'arrivée tout le monde sera content. Tout à fait. Et justement aussi en Coupe de France la semaine prochaine, ils jouent contre Nantes. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce match? Tu penses que le PSG peut gagner ses trois objectifs, les deux coupes et le championnat? Je pense que le PSG
gagner tous les titres qui lui sont proposés en France. Pour la Champions League, c'est un autre problème et il faudra voir comment se déroule la double confrontation face à Chelsea. Mais je pense qu'en France, il n'y a pas, allez, sur le papier, il n'y a pas une équipe meilleure que le Paris Saint-Germain. Et on voit que même le Paris Saint-Germain, malgré tout ce qu'on peut entendre sur lui, voilà, sans fond de jeu, sans briller forcément à chaque match, est deuxième du championnat à 2 points de Lyon et qualifié pour la finale, va rencontrer une équipe du Nord. Certes, c'est un bon championnat, mais qui reste largement à la portée des Parisiens. Donc oui, Paris Saint-Germain, cette année, est armé pour réussir au moins le triplé. D'accord. Et Lyon avec ses jeunes issus du centre de formation, te font pas... tu penses qu'ils peuvent pas aller jusqu'au bout quand même pour être champion? Ah si, je pense que Lyon est tout à fait capable d'aller au bout. Lyon fait un travail remarquable sur la formation et on le voit ces dernières années avec tous les joueurs qui sortent au plus haut niveau. Maintenant, je reste persuadé que si le PSG arrive à se libérer un tout petit peu, ça va être compliqué pour les autres équipes de suivre le rythme du PSG. Pour le moment, on a vu un PSG un petit peu timide, un petit peu un petit peu en dedans. Et malgré tout ça, Lyon reste à portée de suivi du Paris Saint-Germain. Donc Lyon a la possibilité, si Paris reste sur ce même rythme-là, Lyon pourrait éventuellement gagner le championnat de France au même titre que l'Olympique de Marseille. Mais si Paris était amené à accélérer un tout petit peu, je pense que ça serait compliqué pour les autres équipes. Et à noter que je remercie aussi Nabil Fekir. Il y aura une interview écrite qui sera mise sur le site donc, de la web radio, hein, Ville Lumière, qui sera mis dessus. Donc je remercie aussi Nabil Fekir d'avoir accepté l'invitation de la web radio. Voilà. Donc on va passer aussi oui, à la Champions League. Toi tu penses que vraiment le PSG, ça va être, faut vraiment qu'il crée l'exploit de battre Chelsea avec un entraîneur aussi. Qu'est-ce que tu penses comme Mourinho? Qu'est-ce que tu penses comme cet entraîneur-là? Tu en penses quoi? On peut forcément qu'en penser du bien quand on voit tous les championnats dans lesquels il a évolué, tous les titres qu'il a pu en retirer, même si on lui a mis à disposition quasiment à chaque fois la meilleure équipe du championnat, il a quand même réussi à gagner des titres. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile non plus, parce que parfois on voit des entraîneurs qui ont à leur disposition de grands joueurs et qui n'arrivent pas forcément à les faire jouer ensemble. Je crois que Mourinho, partout où il est passé, il a démontré qu'il avait les qualités d'un grand entraîneur. Et là, ça fait la deuxième saison qu'il est à Chelsea, il est déjà en tête du championnat en Angleterre, il est qualifié pour les huitièmes de finale. Voilà. Je suis pas certain que le PSG ait besoin d'un exploit pour les battre. Aujourd'hui, c'est sûr que Chelsea fait figure d'épouvantail, un petit peu comme Madrid ou que le Bayern. Mais je me souviens de l'année où Chelsea a gagné la Champions League. C'est pas forcément l'année où on les attendait à ce niveau-là de la compétition, et ils ont quand même été au bout, et avec un jeu certes moins attrayant et un petit peu moins bon que les années précédentes, ils ont réussi à gagner cette Champions League. Donc pourquoi pas Paris? Peut-être que Paris sera solide défensivement et avec les joueurs offensivement arrivera à marquer ces buts qui feront la différence. D'accord. Et c'est vrai que je pose à tous les invités, qu'est-ce que tu penses aussi de Laurent Blanc, qui a été un joueur exceptionnel avec l'équipe de France et Manchester United et plein de clubs, Marseille justement. Qu'est-ce que tu penses un peu de Laurent Blanc en tant qu'entraîneur? Moi je suis un petit peu agacé par tout ce que j'entends sur Laurent Blanc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour être un bon entraîneur, il faut forcément être passé par le championnat italien. J'ai l'impression qu'on
qu'on fait une folie sur les entraîneurs français qui n'ont pas évolué dans le championnat italien. Je comprends pas pourquoi. Je pense qu'on a des entraîneurs en France qui sont hyper compétents. Quand on a la chance d'avoir Laurent Blanc à la tête d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, quand on sait l'expérience que peut avoir Laurent du plus haut niveau et quand on voit ce qu'il est capable de faire malgré tout avec le Paris Saint-Germain, ça m'agace un petit peu d'entendre sans arrêt des remises en cause de l'entraîneur. Donc j'espère pour lui qu'il ira très loin avec le PSG et que comme ça il pourra faire taire pas mal de mauvaises langues. D'accord. C'est vrai que oui, il y a une question d'un auditeur. Qu'est-ce que tu penses justement de la sortie de Riolo je te pose la même question en fait que tu as posée. Voilà, c'est ce qu'il met en fait sur Facebook. Qu'est-ce que tu penses de ça? Disons que je pense que même si je suis pas fan de Daniel Riolo, sur ce coup-là, je lui donne pas vraiment tort parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui s'écrasent devant le baptême. Alors, à juste titre, pas à juste titre, j'en sais rien. C'est vrai que Zlatan dans notre championnat est une grande star. Mais je pense que ça devrait empêcher les journalistes de faire leur travail du mieux possible et que quand il y a des questions qui peuvent cacher Zlatan, il faut les poser aussi. Voilà. Après que Zlatan ait envie de répondre ou pas, c'est autre chose. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, je peux pas dire que je sois en désaccord avec Daniel Riolo. D'accord. Une question aussi encore d'un auditeur. Qu'est-ce que tu penses des deux gardiens du Paris Saint-Germain? Donc il y a Nicolas Douchez qu'on connaît tous aussi et Salvatore Sirigu. On va commencer par le premier. Salvatore Sirigu, pardon. Qu'est-ce que tu en penses comme gardien? Je pense que Salvatore c'est un des meilleurs gardiens qu'on ait dans notre championnat. On en parle peut-être un petit peu moins parce qu'il a peut-être moins de choses à faire et que quand on est dans une grande équipe, j'ai pu connaître ça, je sais qu'on n'est pas forcément en tête d'affiche, mais de ce que je vois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, je pense qu'il fait très très bien son boulot. C'est un gardien rassurant, c'est un gardien qui a des qualités athlétiques, qui a une vélocité assez intéressante et qui a progressé en plus depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc je pense que c'est un très très bon gardien et un très bon gardien pour le PSG. D'accord. Et il y a aussi Nicolas Douchez qui est second. Qu'est-ce que tu en penses toi, ce gardien? Moi ce que je trouve malheureux c'est que Nico Douchez c'est plus un numéro 10 qu'un numéro 2. Il était arrivé au PSG pour être titulaire et il s'est vu confronté à l'arrivée de Sirigu. Je trouve que c'est dommage pour le football que Nico puisse pas évoluer plus souvent que ça au plus haut niveau parce que c'est un gardien que j'appréciais beaucoup quand il jouait et que je trouvais que c'était une bonne chose qu'il aille au PSG. Maintenant, si lui est content de la situation qu'il a avec le Paris Saint-Germain, c'est l'essentiel. Maintenant, c'est vrai que pour le football, je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne joue pas plus. Là, il y a Clément Chantôme aussi qui est parti, hein, on l'a su tous au mercato hivernal. Tu penses qu'il a fait une belle chose de partir pour Bordeaux? Ou tu penses qu'il aurait mieux fait de rester et peut-être d'être champion de France une nouvelle fois avec le PSG? Tu en penses quoi de ce choix? Moi je respecte ce genre de choix quand les joueurs n'hésitent pas à partir d'un club qui a la possibilité de leur amener des titres et qui veulent jouer. D'accord? Parce que moi je suis toujours parti de ce principe-là dans ma carrière. Le foot c'est fait pour être joué. Voilà. On peut être remplaçant à un certain moment quand on débute, quand on revient d'une grave blessure, quand on a un coup de moins bien, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, quand on aime le football, on aime être sur le terrain. Et je respecte le choix de Clément Chantôme parce que voilà, il avait l'opportunité d'aller
d'aller dans un club qui lui offrait beaucoup plus de temps de jeu et l'expérience qu'il a acquise avec le Paris Saint-Germain va certainement lui servir avec Bordeaux. Et il faut respecter ce genre de choix parce que c'est vrai que la solution de facilité aurait été de rester au PSG, il aurait pu avoir un, voire deux, voire trois titres de plus. Et il a choisi une destination qui lui permettait de jouer un petit peu plus et je trouve ça très honorable. D'accord, tout à fait. Il y a aussi un jeune pousse du centre de formation qui a signé son premier contrat professionnel. Donc c'est Jean-Kévin Augustin. Donc pour toi c'est une bonne chose d'avoir des jeunes issus du centre de formation qui peuvent après montrer leur bout de leur nez dans certains matchs ou même pourquoi pas aussi devenir des stars aussi, hein, on peut espérer. Mais toi tu penses que c'est une bonne chose d'avoir un peu comme Lyon? Tu penses quoi de tout ça, du PSG? Je pense que c'est toujours une bonne chose. La France a toujours été réputée pour avoir un système de formation qui était à la pointe. On disait, fut une époque que les grands clubs avaient du mal à sortir des joueurs du centre de formation parce que la politique de recrutement était basée plus sur les stars que sur les jeunes. Aujourd'hui, on voit qu'un club comme Paris, qui est capable de recruter n'importe quel joueur dans le monde, fait signer des contrats pro à de jeunes joueurs, c'est très bien. C'est une première étape. La deuxième étape, ça sera de voir quand le Paris Saint-Germain pourra les incorporer dans son effectif et les faire jouer régulièrement. C'est une question que je pose à peu près à tous les invités aussi. Qu'est-ce que tu penses du duo Edinson Cavani et de Zlatan Ibrahimovic de cette saison, hein, je dis bien. Qu'est-ce que tu en penses? Disons que concernant Zlatan, c'est vrai que l'année dernière, il a fait une saison tellement incroyable que cette année, entre ses blessures, ses coups de moins bien, on a tendance à ne regarder que lui. Ça n'en reste pas moins un très grand joueur. Alors il est dans une période un peu plus compliquée, mais il a assez de force de caractère et assez de qualité pour être là dans les grands moments et faire relever la tête au Paris Saint-Germain. Concernant Edinson Cavani, depuis qu'il est arrivé, je l'ai jamais vu exceptionnel. Je l'ai jamais vu pas bon. C'est peut-être tout simplement ce que les gens lui reprochent, c'est qu'il est arrivé comme une superstar et que malheureusement, en étant à côté de Zlatan, il a été un petit peu étouffé. C'est un peu dommage parce que je pense que c'est un attaquant d'une qualité incroyable et je pense pas sincèrement que depuis qu'il est à Paris, on ait vu toute l'étendue de son talent. D'accord. Il y a une question d'un auditeur encore là. Pour toi, le meilleur finisseur, bon, c'est vrai que le meilleur finisseur pour l'instant c'est Lacazette, mais le meilleur finisseur pour l'instant de cette saison pour toi en Ligue 1, c'est qui? Bon, après, c'est une question un peu. Voilà. C'est une question un peu compliquée parce que souvent le meilleur finisseur c'est celui qui est meilleur buteur au classement en championnat. Mais bon, après, je pense qu'on peut en mettre quelques-uns. Je pense que même s'il marque moins de buts, on pourrait ajouter Berbatov qui est malgré tout redoutable dans la surface de réparation. Berbatov, Lacazette, Zlatan, ça reste des grands attaquants de notre championnat. Et justement, qu'est-ce que tu penses un peu de Lacazette? Tu penses qu'il va rester à Lyon ou qu'il va... Enfin, le mieux pour lui, c'est qu'il reste à Lyon. Mais toi, tu penses quoi de Lacazette? Égoïstement, pour le championnat de France, j'aimerais qu'il reste à Lyon. Maintenant, est-ce que Lyon va être en mesure de le garder? Ça, c'est une autre question qu'il faudra poser en fin de saison au président Hellas. C'est vrai que cette année la Lacazette explose aux yeux de tout le monde, mais ça fait quelques années
qu'on en parle. Ça fait quelques années qu'on attend justement cette explosion. Et je pense que ça arrive à un bon moment pour lui, ça arrive à un bon moment pour Lyon, pour l'équipe de France aussi. Voilà, j'espère que lui fera le meilleur choix de carrière possible. Je ne sais pas si c'est de rester à Lyon, je ne sais pas si c'est d'aller dans un grand club étranger. Je pense qu'il faudra qu'il soit très intelligent sur sa future destination, parce que ça en fera un très grand ou juste un grand. Tout à fait. C'est vrai que des joueurs comme ça, il faut les garder dans le championnat de Ligue 1, parce qu'on sous-estime toujours notre championnat, mais notre championnat est vraiment aussi, quand même, on peut le dire, hein, il est de qualité tout de même. Tu en penses quoi, toi, de notre championnat? Non, je pense que nous, en France, on a un championnat assez homogène où en fait, on retrouve un petit peu toutes les qualités des différents championnats européens. On est bon défensivement, on est malgré tout pas si mal offensivement. Tactiquement, on fait partie des meilleurs championnats. On a de très bons entraîneurs. On arrive à incorporer dans beaucoup d'équipes pas mal de jeunes et à réussir le mélange ancien-jeune. Je pense qu'on a un championnat homogène. C'est vrai que malgré ça, le côté négatif d'avoir un championnat homogène, c'est qu'on n'a pas un championnat qui excelle en quelque chose. Voilà, à un moment donné, on avait les Italiens qui excellaient dans le travail défensif, on a eu les Allemands qui excellaient dans l'animation offensive, ainsi que les Espagnols qui avaient un jeu de passe très très léché. On a les Anglais qui jouent à 2000 à l'heure. Et nous, en fait, on a un petit peu de tout ça, mais sans avoir une excellence dans quelque point que ce soit. On est très bon dans plein de domaines, mais on n'est pas excellent. D'accord. Et pour toi, oui, il y a une question encore de nouveau d'un auditeur. Pour toi, le meilleur gardien que tu aies connu dans ta carrière, je dis bien le meilleur hein, que tu aies connu, c'est qui en fait? Ben, quand je jouais, le meilleur à cette époque, ça restait pas bien. Voilà, après est arrivé Buffon, il y a eu Maître Sèche à son époque, il y a eu Casillas, voilà, tout ça, ça a été des très grands gardiens. Après c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de jouer à l'époque où Fabien jouait aussi, et c'est vrai que ça a été un des plus grands aussi. Là, c'est une question de David Luiz et de Thiago Silva. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux joueurs? Bon, Thiago Silva, il a un renouveau quand même depuis ce début de saison, il joue beaucoup mieux. David Luiz, c'est un peu un moins bien. Ça a été un transfert excessivement mirobolant, on peut dire. Qu'est-ce que tu en penses de ces deux joueurs? Ben, déjà, je pense qu'ils ont une sacrée force de caractère, parce que pour avoir vécu ce qu'ils ont vécu pendant la Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui se passait chez eux, se faire étriller de la sorte en demi-finale par les Allemands, et pouvoir rebondir comme ils rebondissent, je leur tire mon chapeau, parce qu'ils ont une belle force de caractère. Après qu'ils n'aient pas totalement récupéré de cet incident-là, c'est pas étonnant non plus. Je pense que psychologiquement ça marque, et il faudra peut-être un petit peu plus de temps pour qu'on les revoie tous les deux à leur meilleur niveau. Alors Thiago Silva a l'air de digérer un poil mieux. Tout à fait. Un poil mieux la situation que David Luiz. Mais si David Luiz a été transféré par 2 fois aussi cher et tout, c'est que ce garçon doit avoir malgré tout de grosses qualités. Donc il faut juste espérer que Laurent Blanc réussisse à se servir de 100% des qualités de David Luiz. Tout à fait. Il faut lui laisser aussi un peu le temps aussi de se faire aussi peut-être au climat français ou européen aussi. Ouais, non, mais tout n'est pas simple pour les joueurs de football. L'acclimatation chez certains est un petit peu plus longue que pour d'autres. Donc effectivement, c'est à espérer que déjà là en cette deuxième partie du championnat, ils se sentent mieux.
puis espérer qu'il y ait de la continuité dans l'équipe du Paris Saint-Germain et que l'année prochaine, il donne vraiment 100% de ses capacités. Tout à fait. As-tu pour conclure un petit peu, as-tu une anecdote un peu à nous dire, un peu, bon, peut-être pas, enfin si amusante hein, pour aussi les auditeurs, une anecdote sur ta carrière ou un truc à nous dire avec un entraîneur ou plusieurs peut-être, je sais pas. Ouais, bref, c'est un peu compliqué de sortir ça comme ça, mais non, là qui me viennent, j'en ai pas forcément, mais d'aventure, j'essaierai de me rappeler de certaines choses et je t'en prépare. D'accord, je te remercie. Mais en tout cas, ah oui, on va conclure aussi. Quel est ton pronostic, ton score en fait pour Lyon PSG qui va arriver? Toi, tu penses que ton score ou ton pronostic? Écoute, je verrais bien une victoire de Paris. D'accord. C'est même très bien quoi. À noter que demain, je vais dire un peu les invités qu'il y a aussi sur la radio. Demain, il y aura Julien Ménard donc de TF1 Téléfoot et avec Kader Boudaoud donc de France 3, France 2 quoi, de France Télévisions qui passeront sur la web radio à partir de 20h15. D'accord. Donc lundi, il y aura Johanna Frenden à partir de 20h. Enfin, ce sera une émission enregistrée, donc elle sera diffusée à 20h15. C'est les spécialistes justement de Zlatan Ibrahimovic. Et tu connais un petit peu Johanna Frenden? Enfin, non. Bah, c'est les spécialistes sur un média suédois. Elle s'occupe de Zlatan, tout ça. Et mardi, on aura Eddie Capron. Donc Eddie Capron, il a joué à Nantes pas mal de... Eddie, je connais. Et mercredi, pareil, une émission enregistrée. Ce sera Pierre-Yves Bodino. Logiquement, hein, je dis bien logiquement. Donc il est entraîneur des U19 féminines. Et jeudi, ce sera Alain Kézac. Voilà, Alain Kézac du... D'accord. Bah écoute, je te remercie énormément d'avoir participé à cette émission. C'est très gentil de ta part d'avoir accepté aussi bien entendu, on est une radio amateur, donc d'avoir accepté d'être consultant sur la radio, ainsi que Simone Rovera, donc de l'équipe 21. C'est très gentil de ta part, je tenais encore à te remercier, parce que voilà, c'est gentil. Avec plaisir, François. Et c'est pour montrer aussi qu'on n'a pas même si tu as joué à Marseille, machin, voilà, on est tous supporters. Toi, tu as tes équipes, et puis voilà. Mais sinon, c'est une bonne radio. Je te remercie énormément. Ouais, avec grand plaisir. Allez, bonne soirée. Au revoir.